Qu'est-ce que ça évoque pour toi la notion d'homme sauvage ? Ça veut dire quoi pour vous ? Qu'est-ce que, pour toi, un homme sauvage ? Homme sauvage comme le temps des colons, ils étaient en mode des sociétés primitives, etc. Genre les hommes de Cro-Magnon, les Australopithèques, les Mowgli. Espèce de sauvage. Tu vois. L'homme tout nu qui se balade de liane en liane. De retourner à l'état sauvage et bouffer du sanglier ou des plantes sauvages toute la journée, ça doit être un peu... toute l'année, ça doit être un peu rude. Pour Jean-Jacques Rousseau, le sauvage incarne un idéal de liberté perdue, le personnage principal d'une fiction, d'un monde rêvé, espéré. Ce fantasme autour du primitif accapare ses écrits. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Quels échos résonnent encore au XXIe siècle et quels prolongements sont faits autour de l'homme sauvage ? Nous avons donné la parole à nos contemporains. L'homme sauvage, c'est l'homme qui est libre et qui renoue avec son soi ancien. Il y aurait sauvage, type vie sauvage, donc vivre dans la nature et ce genre de choses. L'homme sauvage, je crois que c'est un peu l'homme primaire, pour moi. C'est l'homme des bois. C'est l'homme qui vit du soleil et de la pluie. Le bon sauvage, figure irréelle et innocente, dépourvue de toute efficacité et de tout pouvoir. On en parle comme dans Mythe, et sans doute cette élaboration fictionnelle doit-elle être mise au compte d'une certaine fascination. L'homme sauvage comme représentation fictionnelle. Dans la littérature, en effet, celui-ci semble s'apparenter à un concept intellectuel, une figure symbolique permettant une meilleure compréhension de notre monde. Ainsi, dans l'article sauvage du dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, le sauvage a la fonction de nous permettre de penser une société idéale pour laquelle il serait nécessaire de postuler un homme fondamentalement différent de l'Européen, considéré comme déjà trop corrompu. Il figure alors comme le sujet humain à partir duquel tout est encore possible. Et à travers les principes de vie du sauvage, on peut identifier tous les maux qui rongent l'état social. Il n'y a pas meilleur exemple de cette utilisation du sauvage afin d'illustrer une société idéale que dans l'œuvre de Rousseau. En effet, selon lui, le sauvage est un homme idéal de nature, représentant la clé d'un retour vers un monde qui a du sens. Écoutons-le. L'exemple des sauvages qu'on a presque tous trouvé à ce point semble confirmer que le genre humain était fait pour y rester toujours, que cet état est la véritable jeunesse du monde, et que tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu, et en effet vers la décrépitude de l'espèce. Sauvage, ça me fait plutôt penser à quelqu'un qui est une brute de manière générale. Genre un homme mi-loup, un peu mi-bête. Un homme en fait qui sait pas se comporter, qui a pas de respect, qui est un peu genre en marge de la société. Un homme violent. Sans éducation. Il est d'autant plus ridicule de représenter les sauvages comme s'entr'égorgeant sans cesse pour assouvir leur brutalité que cette opinion est directement contraire à l'expérience. Chez Rousseau, la violence usuellement attribuée au corps sauvage est questionnée, mise en doute, car elle ne sert pas l'idéal de bonté et d'innocence érigé dans sa fiction d'un monde perdu, dans lequel la nature est seule nourricière. En revanche, l'innocence du sauvage est l'une de ses caractéristiques premières, le laissant vivre insouciant et, de fait, comblé. Ses modiques besoins se trouvent si aisément sous sa main
et il est si loin du degré de connaissance nécessaire pour désirer d'en acquérir de plus grandes qu'il ne peut avoir ni prévoyance ni curiosité. Un homme sauvage, à la fois innocent et violent. Cette vision double du sauvage très présente au XVIIIe siècle est le témoin d'un véritable débat ontologique à cette époque. À la vérité, je pensais toujours trouver des bêtes féroces, des hommes totalement agrestes, rudes et sauvages, comme nous les appelons. Mais je me trouvais bien éloignée de mon compte. Ces paroles, rapportées d'un missionnaire français envoyé au Brésil, illustrent le renversement qui s'est produit lors des grandes découvertes. Celui qui était venu sauver l'autre, le changer en lui inculquant sa propre vérité, se trouve maintenant en position inverse. Il observe, se prend d'intérêt pour un mode d'existence radicalement différent du sien. Parfois, il s'émerveille, et dans les moments les plus significatifs, on arrive à remettre en doute ses propres certitudes. Les textes primitivistes que nous avons suivis témoignent de ce moment étonnant où notre culture, sur le point d'imposer au continent nouvellement découvert son empreinte conquérante, semble en instant entrevoir la possibilité d'une autre relation au monde et la refoule. Sauvage, animal, qui n'a pas trop ses codes de la société et puis qui s'en fout un peu, quoi. Il vit comme il a envie de vivre, et puis, mais plutôt d'une certaine manière quelque chose d'assez négatif quand même. Vivre en société, ça nous rend meilleurs, mais en même temps, ça nous fait du mal. Donc la société apporte quand même énormément de choses, je trouve. Autant que la nature nous apporte, ça va un petit peu dans les deux sens. Il y a du bon dans les deux, il y a du mauvais surtout dans un, j'ai envie de dire. L'homme sauvage de Rousseau s'oppose aux conventions sociétales de son temps. Possédant en lui toutes les ressources nécessaires à son développement, la seule existence qui le comble est celle ancrée dans la nature. Il avait dans le seul instinct tout ce qu'il lui fallait pour vivre dans l'état de nature. Il n'a dans une raison cultivée que ce qu'il lui faut pour vivre en société. Les rapports complexes que la conscience européenne entretient tout au long de l'âge classique avec le primitif peuvent être compris comme une série de stratégies vers lesquelles elle évite de le reconnaître. En effet, ceci n'impliquerait rien de moins que l'effondrement des valeurs sur lesquelles est en train de se bâtir l'édifice classique. Éviter une véritable rencontre, et éviter ainsi de se remettre en question. Continuer de vivre dans un univers apparemment inchangé. Voilà la stratégie européenne au XVIIIe siècle. L'Européen ne profite de la découverte de l'autre que pour lui imposer son propre modèle. Il ne fuit sa civilisation que pour mieux la reproduire ailleurs, épurée, exacerbée, utopique. Mais vivifié par la nature et revêtu de sa robe de noces au milieu du cours des eaux et du chant des oiseaux, la terre offre à l'homme dans l'harmonie des trois règnes un spectacle plein de vie, d'intérêt et de charme. Le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent jamais. T'es isolé de la ville et puis t'es juste perdu dans la nature avec un grand N, avec un ciel étoilé, avec la voie lactée, avec tout ça, tu prends aussi conscience de toi, quelle taille tu as bêtement dans cet univers. Quand t'es dans la nature, tu crées, tu te ressources, tu te recrées. C'est vrai que malgré le fait que je suis pas très intéressé par la nature, j'en ai besoin en fait et je me rends compte. Le lien avec la nature, je le trouve important. Parce que ça permet juste de s'évader en fait. C'est très important, c'est même vital pour moi parce que de base on essaie toujours de se dissocier de la nature, d'oublier notre côté un peu animal, mais on a toujours été des animaux de base. Une vie simple, dénuée de préoccupations et ancrée pleinement dans l'instant présent de contemplation, comme le rêve Rousseau, voilà le vrai bonheur. Notre société moderne semble en effet bien agitée et vaine en comparaison à cette image paisible de pure extase.
Alors que nous voici préoccupés par notre course perpétuelle à l'innovation et au progrès, affolés d'entreprendre des ouvrages dont nous ne verrons jamais la fin, le sauvage, quant à lui, préférerait se prélasser au soleil qui s'offre à lui et jouir des simples bonheurs de la vie. Fainéantise ou simple modération, les deux modèles semblent en effet s'opposer et l'on ne saurait dire véritablement lequel est supérieur à l'autre. La différence entre la civilisation et la vie montrée comme simple de l'homme sauvage creuse un fossé servant à accentuer l'opposition entre ces deux conditions. L'une est source de corruption et malhonnêteté, l'autre incarne l'indolence et la sérénité. Ainsi, Rousseau dit « L'homme sauvage et l'homme policé diffèrent tellement par le fond du cœur et des inclinaisons que ce qui fait le bonheur suprême de l'un réduirait l'autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif. L'ignorance n'est un obstacle ni au bien, ni au mal. Elle est seulement l'état naturel de l'homme. » L'époque dans laquelle vit Rousseau le déplore par ses progrès et son champ des connaissances toujours plus approfondi. Ses écrits appellent à un retour à l'ignorance, un état qui permet à l'homme de vivre dans l'immédiateté de ses besoins. Nous serions sans doute plus heureux si nous avions comme eux cette indifférence qui leur fait mépriser et ignorer beaucoup de choses dont nous ne saurions nous passer. C'est sur le terrain du bonheur que l'humanité de chacun transparaît le plus, et que les fondements de la supériorité européenne sont remis en doute inévitablement. Avoir moins pour être plus. Comme énoncé par Cleveland dans l'article Sauvage, la corruption des sociétés vient des besoins superflus. C'est juste dans une vie primitive à la nature, sans technologie, sans rien de ce qu'on a maintenant, genre dans des villes comme ça, genre ouais, vraiment vivre dans la nature avec les moyens que la nature te donne. Malgré cette liberté, d'apparence anarchique, ne plongeons pas dans le même non-vu qu'au XVIIIe siècle, qui a été de croire que parce que ces sociétés lointaines n'avaient ni loi explicite, ni police répressive, elles n'avaient pas de règles sociales. En effet, à l'instar de notre système cherchant à imposer artificiellement des lois morales, les peuples dits sauvages s'autorégulent à travers des règles qui ont un sens pour eux et qui contribuent au bénéfice de l'homme et de sa nature profonde. L'état de nature se définit ainsi par la dépendance minimale, la liberté et l'égalité, sans nul besoin d'un appareil coercitif pour les maintenir. Il faudrait alors dire, pour retrouver leur pensée sous une forme plus acceptable pour la nôtre, que le sauvage est bien du côté de la culture, puisqu'il a des institutions et une forme de gouvernement, mais que sa culture, contrairement à celle de l'Europe, n'est pas fondée sur une répression de l'homme et de ses institutions, ou encore qu'elle n'est pas fondée contre la nature. Et la nature dans tout ça, qu'en est-il ? La nature, elle a un truc qui fait que elle se répète jamais, mais elle est toujours harmonieuse. Les animaux, les oiseaux, ça m'apaise tout de suite. Et j'adore et ça me permet de créer une sorte de communion, quoi. Même sans faire quelque chose directement, juste en me baladant, en faisant attention, en étant attentif à tout ce qui m'entoure, ça me fait du bien. Quand tu vas dans la nature, en fait, tu peux juste être toi, tu sais. Pour Jean-Jacques Rousseau, la nature est davantage qu'une simple escapade. Refuge et mère commune, comme il l'appelle, elle garantit la paix, la sécurité d'un espace bien à soi, d'un espace de bonheur. Au premier instant de relâche, je redeviens ce que la nature a voulu. C'est là, quoi qu'on puisse faire, mon état le plus constant est celui par lequel, en dépit de la destinée, je goûte au bonheur pour lequel je me sens constitué. Un retour, du moins partiel, à la nature comme seul moyen de sauver notre avenir. Sommes-nous au point où une remise en question de nos valeurs et modes d'existence s'impose à nous comme une nécessité absolue, où fermer les yeux n'est plus possible? Et si l'image de l'homme sauvage nous invitait tout simplement à régresser, à revenir un instant en arrière afin de mieux évoluer dans le futur? Qu'en dites-vous? Respect, admiration, plaisir, communion, Dieu, animaux, protection.
Elle est plus forte que nous, elle nous survivra et elle nous oubliera.